Bonjour à tous, ici le cheikh Piero Al San Giorgio El Suissi, ou l'inverse. Alors merci de me rejoindre ici. Je fais une série de vidéos tranches de vie et je crois que ma génération, les gens qui ont en tout cas entre 25 et plus, je dirais entre 30 ans et plus, se souviennent de ce qu'ils faisaient le 11 septembre 2001. Et tout comme la génération précédente, la génération de mes parents se souvenait souvent de ce qu'elle faisait le jour de 1963, où on leur a annoncé l'assassinat du président des États-Unis, euh, Kennedy. Alors, euh, alors tout d'abord, je vais couper court aux rumeurs. Non, je ne me suis pas converti. Si je porte ici un kéfier, un schéma, c'est que après tout, on va parler du Moyen-Orient aujourd'hui et le kéfier, c'est quand même la plus grande contribution du monde bédouin à l'humanité. Et c'est vrai que c'est très agréable comme couvre-chef, c'est très intéressant, c'est multifonction et c'est pas mal. La raison pour laquelle ma barbe est noire, euh, c'est donc parce que il m'arrive d'aller dans des soirées déguisées. J'ai une vie sociale de plus en plus faible, mais qui existe encore. Et donc je me suis déguisé en Fédaïne, euh, le kéfier, l'AK-47, mais aussi la barbe noire pour ne pas être trop ressemblant, on ne sait jamais. Voilà, ce fut un succès. Bref, je ne sais pas si je vais la garder pour toute la vidéo, mais voilà. Le, le 11 septembre 2001, je me souviens, j'avais encore ma petite société. Où est-ce que j'étais? J'étais chez moi, en fait. J'étais rentré chez moi. Il m'arrivait de devoir, lorsque j'avais pas forcément beaucoup de choses à faire au bureau, il m'arrivait de rentrer chez moi plus tôt. Et j'étais chez moi plus tôt. Et, euh, et ma mère me téléphone en me disant regarde la télévision, euh, il y a un hélicoptère qui s'est crashé à New York. Je n'ai pas fait très attention à ça, je me suis dit, ouais, j'en ai rien à foutre. Enfin, alors, ce qu'il faut savoir dans le contexte, c'est qu'à l'époque, je travaillais donc aux États, enfin, ma société faisait venir depuis les États-Unis des sociétés en Europe, essentiellement des petites sociétés de logiciels. On leur ouvrait le marché, notamment le marché des clients Oracle, et la plupart de mes clients étaient des sociétés qui avaient des solutions annexes qui orbitaient autour du monde Oracle. Il y avait des solutions d'archivage de données, vraiment des solutions assez performantes, mais de niche. Et on était super rentable et ça marchait bien. Et donc, un de mes gros clients était à New York. En tout cas, avait son siège à New York. Et, ce qui est rare pour des sociétés de logiciels. Alors, évidemment, New York, etc. Bon, euh, finalement, je laisse passer un peu de temps, j'allume la télévision et qu'est-ce que je vois? Et en fait, c'est là où je vois le deuxième avion. Pan. Et alors, je me dis, c'est quoi? C'est pas un hélicoptère, c'est un avion. Et puis, évidemment, les images sont en boucle sur ces Euronews et des chaînes comme ça à l'époque. Et je vois effectivement qu'il y a eu un premier avion et un deuxième avion. Alors, on est sous le choc, on se dit, mais que se passe-t-il? Et puis, tout d'un coup, la première tour ou la deuxième, je ne sais plus laquelle s'est effondré le premier, s'effondre. Et puis la deuxième. Et puis on s'imagine bien qu'il y a des milliers de morts là-dedans, peut-être des dizaines de milliers de morts, puisque il y a tellement d'employés dans ce genre de tour, c'est le matin, tout le monde est au travail. Et, euh, et donc on se dit, mon Dieu, on sent l'importance du moment, on est sidéré. Et puis ben, on regarde la télévision, et puis on voit la troisième tour qui s'effondre, on se dit, mais est-ce qu'il y a eu des bombes, est-ce qu'il y a eu des... Et puis, avant la troisième tour, Pentagone. On nous dit, un avion s'est écrasé sur le Pentagone. Et là, on se dit, bon, il y a pas de doute. Déjà, deux avions, il y a une attaque. Mais une attaque d'avion comme ça, on se dit, bon, c'est pas un État, ça doit être forcément du terrorisme. Mais qui, comment? Et, euh, et puis, ensuite, on apprend qu'un avion a été abattu. Et on se dit, alors on apprend ensuite toutes les mesures, le, le- l'espace aérien a été fermé. Et moi, 10 jours plus tard, je devais aller aux États-Unis, parce que j'allais souvent aux États-Unis. Donc je me suis dit, merde. Euh, et puis quelque part, je me dis,
c'est mauvais pour les affaires. Mes autres clients ou mes prospects potentiels, je veux dire, ça crée des temps d'incertitude et donc c'est mauvais pour les affaires. Et, euh, et donc, je suis soucieux pour mes affaires d'abord, et puis évidemment, on est sidéré, puis on imagine le terrible bilan humain, on se dit, mais mon Dieu, enfin, New York, c'est une ville-monde, c'est une ville où, c'est pas une ville américaine aujourd'hui, enfin, même en 2001, c'est une ville où il y a des gens du monde entier, il y a des Européens, il y a des Italiens, il y a des Suisses, enfin, on se dit, putain, j'espère qu'il n'y a pas des gens que je connais là-dedans. Et on est de toute façon sensible à ce genre de choses. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, évidemment, on est toujours touché par un environnement proche du sien qu'un autre. À ce moment-là, je rappelle que en 2001, nous sommes par exemple dans la, je sais pas, oui, la 10e année d'un embargo sur l'Irak qui a causé 500 000 morts, semblerait-il, en tout cas en Irak, notamment des enfants, par manque de soins, par manque de médicaments, etc. Et donc, c'est sûr on est plus touché par un 11 septembre qui nous touche dans nos villes et dans le cœur financier et économique d'une des grandes nations occidentales que l'autre, que un pays loin, même si je connais bien le Moyen-Orient et j'y travaillais déjà. Et donc voilà, donc on voit ce choc, ce choc des images vraiment. Et ensuite, il y a les témoignages des gens, on voit les gens courir dans la rue couverts de débris, couverts de cette poussière qui s'est. Et à un moment, je me suis même dit, mais est-ce qu'il y a eu une attaque chimique et tout? Ah non, c'était l'immeuble qui s'effondre, etc. Et bon, puis on fait pas attention, on est sidéré, on fait pas attention à la vitesse de chute de l'immeuble, on fait pas attention à, à comment ça se viande. Alors on se dit, on pense des conséquences et bon. Les jours passant, on a très vite, je me souviens très très bien, on a très très vite le roulement des tambours en disant voilà, euh, c'est une attaque terroriste. Et immédiatement, on nous dit on a découvert le passeport d'un des terroristes, Mohamed Atta, je crois. Et puis, c'est Al-Qaïda, c'est Ben Laden. Alors on dit moi je connaissais Ben Laden, parce qu'il était déjà derrière un premier attentat raté, je crois que c'est en 93, en 93, à New York, sur une des tours jumelles du World Trade Center. Et puis, alors évidemment, à la suite, alors les vols sont bloqués, les vols sur le territoire des États-Unis sont limités, en tout cas, ou bloqués dans certaines régions. On parle de fermeture des frontières, on parle de, voilà, de fermer les bourses le lendemain, évidemment, le jour même et le lendemain, pour éviter des paniques, etc. Et je me souviens quand même d'avoir vu le président à l'époque, George Bush, être complètement désemparé et totalement pas. Ça c'était quand même une première. Tu es le commandant de l'armée, tu es le président des États-Unis, et on vient te dire, Monsieur le Président, donc il était en train de lire un livre dans une classe d'école, dans une de ces visites sans importance d'apparat que font parfois les chefs d'État dans leur pays, en Floride, je crois. Et on lui dit, Monsieur le Président, nous sommes attaqués. Et il reste là, et rien ne bouge. Non, si tu es vraiment le chef, et on savait qu'à l'époque, ce type était pas très important, tu entends un truc comme ça, comment ça, notre pays est attaqué, tu te lèves, tu dis, tu t'en vas. Tu t'en vas, tu vas avec tes services, tu remontes dans ton avion, qui a un poste de commandement volant, et tu règles les affaires. Puis tu veux être au courant, tu restes pas là en disant ah merde, 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 merde. Et tu voyais dans son regard qu'il se disait mais putain, mais putain, mais putain, qu'est-ce qui m'arrive Et il est resté là plusieurs dizaines, enfin je crois que c'était presque 10 minutes. Ça c'était quand même étrange. Donc c'était déjà un premier indice que ce n'est pas Bush qui commandait l'exécutif aux États-Unis. C'était d'autres personnes. En fait, on le sait depuis, c'était essentiellement Dick Cheney, le vice-président, avec les différents conseillers, Rumsfeld, Wolfowitz et quelques autres. Et, euh, et donc, les jours suivants, il y a un branle-bas de combat assez important, et très très vite, on nous dit, nous allons attaquer, et mon voyage aux États-Unis finalement arrive, et je me souviens, j'allais à Boston, et
rencontré un client que j'ai signé et qui nous a apporté pas mal de revenus, je me souviens. Et c'est un vieux de la vieille que je connaissais presque depuis ma naissance. Don, je me souviens très bien de ce monsieur. Il est toujours vivant d'ailleurs. C'est étonnant d'ailleurs parce que il est extrêmement corpulent, si vous voyez ce que je veux dire. Et, euh, et ce monsieur d'origine polonaise, c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien. C'est un vieil ami de famille en fait. Et il est patron d'une boîte et tout. Et c'est quelqu'un qui a des bons réseaux dans le militaire. C'est quelqu'un qui connaissait Jean-Paul II personnellement, par exemple. Au niveau de, je l'appelle au téléphone. C'était quelqu'un qui a aussi pas mal de réseaux forcément au Pentagone, parce que dans les, dans les décennies précédentes, dans l'informatique, il avait vendu des machines, donc des ordinateurs. Et donc, vous savez, dans ce monde-là, on se fait des contacts. Et lui me dit, tu vas voir, la réponse va être terrible. Et d'ailleurs, en ce moment même, ça part. Et le lendemain, d'ailleurs, qu'est-ce que je vois? Les premiers missiles sont, je crois que c'était tout début octobre, sauf erreur, les premiers missiles partent sur l'Afghanistan pour attaquer les talibans. Et très rapidement, on voit la mise en place de forces spéciales qui, finalement, avec une des factions qui était contre les talibans, enfin l'Afghanistan c'est un pays tribal, donc il y a toujours des factions, enfin bref, et qui font la guerre. Et je me souviens avoir discuté avec un de mes amis historiens euh, aux États-Unis, qui, on correspondait en disant, putain, ça c'est une guerre qui est en train de démarrer, et lui il dit, tu vas voir, je ne pense pas que les États-Unis vont faire l'erreur fatale d'aller physiquement occuper l'Afghanistan. On va changer de régime et on va s'en aller. Erreur, erreur. Encore aujourd'hui, nous sommes en 2019, les États-Unis sont présents et combattent en Afghanistan. C'est la plus longue guerre de toute l'histoire des États-Unis. Ça fait 18 ans cette année. Ça va faire 18 ans. Vous imaginez, c'est une génération. Et donc, voilà, bon, bah, les affaires reprennent tant bien que mal. On voit cela. Et puis, je ne sais plus si c'était assez vite. Assez vite, je vois le livre c'était pas encore un livre. Au début, c'était un article sur Internet d'un certain Thierry Messant qui publie assez rapidement à propos de l'attaque, enfin, de l'avion qui est tombé sur le Pentagone, quelques images et qui nous dit il n'y a pas de trace d'avion, il n'y a pas d'image, c'est pas un avion. Il n'y a pas eu d'avion. Ça paraît choquant parce qu'on a tous, vous savez, on est tous programmés parce qu'on entend et ce qu'on dit, et puis l'effet choc est un effet émotionnel important. Je vous renvoie à la thérapie de choc de Naomi Klein, cet auteur canadien, je crois, qui avait beaucoup écrit sur euh, cette destruction, enfin, comment le choc peut nous mettre des émotions fortes dans la tête. Et c'est tout à fait juste, et c'est quelque chose qui a été étudié tant sur les individus que sur les masses. Et là, on nous dit, voilà, il y aurait un doute, et donc forcément, on ne veut pas croire, on veut croire à une narration qui est logique, qui a du sens. Et, euh, et donc forcément, on se dit, mais c'est étrange. Mais en tout cas, le doute a été semé. Moi, je me souviens très bien que j'ai même répondu à un copain en disant, putain, mais c'est vrai ça, il n'y a pas de traces, il n'y a pas d'avion, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, est-ce que c'est un problème d'angle de caméra? Mais enfin, c'est quand même le bâtiment le plus surveillé du monde. Est-ce que c'est un... Enfin bref, je ne vous fais pas le détail parce que maintenant, vous allez dans We Want... il y a plein de ces associations, We Want Change, Truth for 9/11, il y en a plein. Et puis, bon, bah voilà, on voit que les États-Unis rapidement se disent non, non, mais en fait, on va intervenir, on va refaire le Moyen-Orient et on va refaire complètement le- la carte en fait du Moyen-Orient et ils envahissent, ils occupent l'Afghanistan et ils se préparent à faire de même pour l'Irak. Alors là aussi, grosse propagande, l'Irak, etc., etc. Armes de destruction massive. On connaît tous aujourd'hui cette fausse euh, narration qui était à l'époque censée nous convaincre que les États-Unis euh, risquaient d'avoir une attaque plus grande par l'Irak.
Et je ne crois pas qu'ils aient jamais dit c'est l'Irak qui nous a attaqué le 11 septembre, mais chaque fois qu'on dit le 11 septembre a été une attaque terrible, il faut régler le Moyen-Orient, etc. D'ailleurs, l'Irak, avec ses armes de destruction massive, pourrait nous attaquer encore plus. Et donc on a fait en sorte que une grande majorité des Américains, qui ne sont pas très cultivés, qui ne connaissent pas l'histoire, qui ne connaissent pas la géographie, enfin, je veux dire, la plupart sont en tout cas de ce point de vue-là, c'est des abrutis, eh bien, ont commencé à associer Irak, Saddam Hussein et le 11 septembre, qui est devenu une sorte de culte religieux aux États-Unis. Vous vous souvenez, enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à chaque anniversaire, encore aujourd'hui, même moins, mais à chaque anniversaire de cet événement, il y a une liturgie qui s'est mise en place, un culte des victimes. Ça a été très puissant et c'est encore très puissant. Bien qu'aujourd'hui ça change, parce que la majorité des Américains savent très bien qu'on leur a menti et qu'on les a amenés, en tout cas en Irak, dans une guerre qui n'était pas liée au 11 septembre. Les Américains en ont assez, largement assez, de cette guerre très longue et coûteuse. On parle aujourd'hui de 7000 milliards qui ont été dépensés en Irak et en Afghanistan, et c'est sûrement très en deçà de ce que ça a vraiment coûté. En plus, c'est loin, c'est des blessés, c'est des morts, etc. Et puis, je me souviens donc très très bien qu'à l'époque, en tout cas, j'étais fortement opposé, pour peu que mon opinion compte pour quoi que ce soit, et en fait elle ne compte pas. Et avec des millions d'autres personnes, je suis allé plusieurs fois manifester, alors personnellement à Genève, mais avec d'autres. Je crois que c'était le 15 février 2003, nous étions des millions dans les rues, à travers le monde, dans toutes les grandes villes, pour dire non à la guerre, non à cette guerre stupide, laissez tranquille l'Irak. Et on voyait très bien que, moi je voyais très bien que déstabiliser le Moyen-Orient, c'était créer des problèmes là où il y en avait déjà suffisamment. Mais on sentait bien qu'il y avait un objectif en fait derrière l'Irak qui est l'Iran. Je me souviens très très bien à l'époque, j'en parlais autour de moi. Et d'ailleurs, j'ai fait un travail auprès de tous les gens que je connaissais aux États-Unis. Quand j'allais les voir, je leur disais faites gaffe, c'est une mauvaise guerre, etc. Les gens ne savaient pas trop à l'époque parce qu'ils se disaient oui, mais bon, quand même, le 11 septembre, etc. Et je me suis bien rendu compte qu'il y avait une convergence. En fait, l'Irak était une pièce. Saisir l'Afghanistan, ok. Saisir l'Irak pour ensuite saisir l'Iran avait du sens dans une certaine logique qui arrangeait l'industrie pétrolière, Dick Cheney, George Bush en viennent, l'industrie de l'armement, le lobby militaro-industriel pousse pour ce genre de guerre, le lobby israélien, qui est le lobby le plus puissant aux États-Unis, qui souhaite, en tout cas, peut-être pas la destruction, mais en tout cas la réduction des puissances qui lui sont hostiles, que peuvent être la Syrie, l'Irak et évidemment l'Iran. Et puis, qui préfère faire ses guerres par d'autres, et il a raison de son point de vue. Et puis, il y avait aussi le lobby saoudi, étrangement, saoudien, qui commençait à monter en puissance par essentiellement, contrairement au lobby israélien qui a énormément de gens, enfin qui a quand même des millions de juifs et donc d'Israéliens habitant aux États-Unis et qui, par leur finance, leur influence, parfois par du chantage, sont capables voilà, de changer la politique et de la maîtriser dans de nombreuses situations, pas toujours, mais dans de nombreuses situations, de maîtriser la politique, notamment extérieure américaine. Euh, à l'époque, il n'y avait pas encore le contrôle les sociétés de technologie. Aujourd'hui, toutes ces sociétés sont contrôlées par Israël, en fait, par l'intermédiaire des cadres supérieurs, des cadres qui sont tous israéliens. Oracle, Facebook, Google, etc. Ce sont des sociétés israéliennes aujourd'hui, en fait. En tout cas, contrôlées par des gens qui ont des liens avec Israël. Et vous savez comment ça marche. C'est qu'en gros, on fait c'est ton devoir patriotique d'aider la patrie des juifs, machin. Tu es juif toi-même, mon ami. Tu dois nous aider. Mettons en place des liens. Tu sais, on préférerait que tu embauches des cadres de ta propre communauté, etc., etc. C'est comme ça que ça marche. Et après, bah, tu influences. Après, quand quand une association de cette communauté vient te dire, voilà, il faut censurer un tel, un tel, un tel, bah, vous êtes dans la même communauté, donc vous vous entraidez, etc. Bref, l'Iran est un danger pour Israël, en tout cas est perçu comme tel par le gouvernement israélien.
Et donc, ce lobby est très puissant. Mais il y a le lobby saoudien qui a une animosité, en tout cas l'Arabie saoudite a une animosité particulière envers l'Iran parce que ce sont en fait une branche de l'islam qui est considérée, donc les chiites par rapport aux sunnites sont considérés apostats, ou en tout cas hérétiques. Et donc il faut les combattre. Et en plus, géopolitiquement, ça c'est beaucoup plus important, l'Iran est un truc. Donc à l'époque, on sentait venir la guerre avec l'Iran après la conquête de l'Irak qui allait venir. Donc on sentait bien qu'il y avait une espèce d'effet domino, mais cette fois avec les États-Unis en leader. Et puis bon, bah, la guerre a été déclenchée, elle a été rapide, mais on savait très bien que ça allait être un désastre à long terme. Moi, je savais très bien que là, c'était pas la libération du Koweït de 91, de 91. Choper l'Irak, c'était s'exposer à des années et des années de guérilla, d'énervement des populations qui n'aiment pas avoir une domination étrangère chez elles, et c'est compréhensible. Et puis donc de déstabiliser encore plus un pays qui sortait de presque 20 ans de guerre, parce qu'en fait l'Irak a commencé à être en guerre quelques années après la prise de pouvoir de Saddam Hussein, d'abord avec l'Iran, et puis ensuite avec la guerre du Golfe, et ensuite avec l'embargo. Donc vous vous retrouvez occuper un pays où 100% de la population quasiment vous déteste parce que vous êtes la cause de tous leurs emmerdes depuis très très longtemps. Les États-Unis ont soutenu, étrangement, ont soutenu cet embargo, ont été leaders dans cet embargo. Beaucoup de gens ont vu leurs enfants mourir. Ça va pas être facile, hein. Vous pouvez pas vous pointer en libérateur, salut, rester, piquer les ressources, piquer le pétrole, après avoir détruit les infrastructures, et que les gens, alors effectivement, la résistance, si on veut, les, les- elle a mis du temps à se mettre en place, mais à partir de 2005, c'était très fort. Et puis, il y a eu des vagues comme ça d'attaques, de terrorisme. Et c'est des milliers de soldats américains et de contracteurs et d'autres qui sont morts en Irak. C'est pas tant le nombre, mais c'est l'impact que ça allait avoir sur les États-Unis. Il y a un impact sur le moral qui très lentement a cassé, a sapé le moral des États-Unis et qui a des conséquences aujourd'hui. C'est ce qui a amené aussi Trump, c'est ce qui a amené une vague de renouveau, mais qui est fragile et qui pourrait être, si elle ne réussit pas, je crains qu'elle ne réussisse pas à réformer les États-Unis, amène les États-Unis dans une catastrophe double, qui est à la fois celle économique que je décrivais dans mon premier livre, mais aussi une catastrophe politique avec l'arrivée du socialisme. Et alors là, les États-Unis en version Union soviétique, ça va être rigolo à voir. Et donc, petit à petit, le 11 septembre, eh bien, nous arrivent les informations de la tour 7. C'est vrai qu'il y avait cette tour 7 qui s'est effondrée, mais comment elle a pu s'effondrer? Aucun avion l'a touchée. Et puis, ces tours qui s'effondrent tellement rapidement, c'est étrange quand même. Et puis on nous apprend, ben oui, en fait, alors évidemment, à chaque fois, on nous explique, à chaque fois que quelqu'un montre qu'il y a un problème dans la narration officielle, chaque fois il y a des études qui sont rapidement sorties et ces études ont des erreurs. Ah oui, mais en fait, c'est l'essence qui a fait fondre les poutres. Mais le fioul ne fait pas fondre des poutres d'acier. Ah oui, alors nouvelle étude. Ah oui, mais en fait, non, en fait, le, les poutres n'ont pas vraiment fondu, mais euh, elles ont été rendues beaucoup plus faibles, leur portance est diminuée, et donc le truc tombe, mais ça ne devrait pas tomber forcément vers l'intérieur, ça peut tomber dans tous les sens. Donc là aussi, récemment, il y a eu quelques études qui montraient, ah oui, non, mais le World Trade Center, le WT7, la troisième tour, elle a pu s'effondrer aussi parce que, voilà, il y avait un incendie, etc. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Quand on discute avec, il y a autant d'ingénieurs qui te disent, qui sont payés. Alors autant il y a des ingénieurs payés par l'État américain qui font des études et qui disent oui, oui, non, mais il n'y a pas de chef, ne regardez pas. Autant il y a énormément d'autres ingénieurs qui disent non, c'est pas possible. Là, il y a une démolition contrôlée. Pour le World Trade Center 7, c'est très clair. 20 minutes avant que la tour s'effondre, l'annonce de sa chute avait déjà été annoncée. Il y a eu une journaliste à la télévision
Allez voir les détails, tout ça, ça se trouve, qui 20 minutes avant dit la tour 7 s'est effondrée. Et on voit sur les images qu'elle est toujours là. On entend un responsable des pompiers dire bon, bah, il faut la faire tomber maintenant. Et quelques minutes plus tard, elle tombe. Elle s'effondre en démolition contrôlée. Alors, moi, j'ai plus de questions que de réponses, évidemment. Je me dis, mais est-ce que ces immeubles, qui étaient des immeubles euh, avec des informations, en tout cas la tour 7, il y avait pas mal de bureaux qui étudiaient, qui travaillaient sur la corruption et les malversations autour de la finance. Le détail, vous pouvez le trouver assez facilement. Euh, et que, bon, c'est possible que ces immeubles soient préparés avant, au cas où. Il y a une théorie, je n'ai pas vu, et c'est pas mon boulot d'aller chercher ça, qui dit que le World Trade Center 1 et 2, les deux grandes tours, en fait, elles avaient déjà des systèmes de démolition euh, mis en place dès leur construction, car on sait bien que démolir des immeubles de cette taille un jour, et il faudra un jour les démolir de toute façon, ça s'use, ça vieillit, etc., peut-être après un siècle, eh bien, ils avaient déjà quelques systèmes de démolition intégrés. Alors, j'ai jamais vu les réponses, mais il se peut aussi que de nuit, des services spéciaux euh, soient venus et mis en place des systèmes de démolition, sachant ce qui allait arriver. Alors, quant au Pentagone, c'est possible que ce soit un missile et pas un avion. Je ne sais pas. Mais ça fait beaucoup de choses, ça fait beaucoup de questions qui font que la version officielle, 11 Saoudiens et Libanais avec des cutters qui déroutent des avions et qui se la jouent kamikaze avec des avions qui volent à 800 km/h et qui touchent une petite cible par rapport à l'avion, rend la chose assez étrange. Et puis, des avions en aluminium qui, voilà, qui pénètrent dans des immeubles en acier, même à haute vitesse, c'est improbable en réalité, quand on réfléchissait au problème. Et puis, où sont les familles où sont les victimes? S'il n'y a pas eu d'avion, par exemple, sur le Pentagone, où sont les victimes enfin, où sont les passagers et leurs familles? Il y a plein de questions qui me semblent ne pas ne pas avoir été répondues, ou alors petit à petit, à partir du moment où quelqu'un pose la question, ils disent ah oui, par exemple dans le rapport du 11 septembre, on ne parle pas de la tour 7. Le rapport officiel qui explique ce qui s'est passé, on ne parle pas de la tour 7. Et donc, c'est étrange, c'est étrange, c'est étrange. Alors, si c'est étrange, c'est qu'il y a eu organisation. Alors, je vais vous dire ce qui, à mon avis, est arrivé, avec beaucoup de trous, mais c'est mon hypothèse. C'est mon hypothèse de néophyte, d'amateur et de complotiste. Les États-Unis, depuis les années 60, ont développé des scénarios de déclenchement de guerre contre leurs ennemis, ou leurs ennemis, ou leurs proies, pour être plus précis, et notamment l'opération Northwoods, qui était un plan de la CIA contre Cuba, qui envisageait de mettre en place des attentats, des attaques, notamment à Cuba même, de faire couler un bateau américain à Cuba, un peu comme l'histoire du cuirassé Maine qui avait explosé dans la baie de Manille en 1898 ou 97. Et également d'organiser ce qu'ils appelaient des false flags, c'est-à-dire de faire des attaques avec un faux drapeau à Miami sur la communauté cubaine et de blâmer évidemment le Cuba de Fidel Castro. Et quant aux false flags, il y a eu des bombardements de Cuba par des avions américains. Simplement, on avait changé le drapeau américain sur le fuselage et on avait mis un faux drapeau, et c'est de là où vient le nom. Et puis, alors Kennedy avait d'ailleurs refusé ce plan, et il est mort quelques mois après. Convergence, probablement, ça c'est une autre histoire, mais convergence, il y a eu probablement convergence d'intérêt à ce qu'on assassine ce Kennedy. Il a énervé trop de gens trop vite. Et donc il y a ces plans, et donc la CIA sait qu'elle peut imaginer, elle peut organiser des attaques sur son propre territoire, contre son propre pays, pour ensuite blâmer les autres et créer ainsi un casus belli,
en tout cas dans les médias, un soutien à la guerre. C'est assez classique et je pense que c'est déjà arrivé dans l'histoire. Après tout, par exemple, lorsque l'Allemagne nazie a voulu envahir la Pologne en septembre, au 1er septembre 1939, elle a organisé des groupes commandos déguisés en polonais qui ont attaqué un poste radio allemand pour justifier que c'est la Pologne qui a attaqué l'Allemagne. Vous voyez, alors c'était un peu gros à l'époque, mais on peut faire ça beaucoup plus sophistiqué. Dans les années 90, les néoconservateurs, qui sont essentiellement des juifs américains pro-guerre pour aider Israël, notamment Paul Wolfowitz mais quelques autres, avaient produit il y avait Richard Pearl, il y en a eu toute une flopée qui sont très présents et très puissants entre New York et Washington, et aussi par le cinéma qui crée une vision narrative. Eux ont dit, voilà, l'Irak, c'est vraiment la cible, il faut casser l'Irak. Ils ont été trop dangereux pour Israël, ils ont montré l'agressivité, ils ont participé à la guerre de 6 jours, je crois même à la guerre de 73. C'est un danger. Ils ont également la volonté de développer des armes nucléaires. Le réacteur aux Irak avait été bombardé par l'aviation israélienne, mais voilà, ils pourraient recommencer sous terre. Donc il faut casser ces mecs, voilà. Et donc je me souviens que il y a eu des rapports qui montraient, Condoleezza Rice en avait lu un, c'était la secrétaire aux affaires étrangères pendant un certain temps. Je ne me souviens plus si c'était elle ou Colin Powell avant. Qui parlait, il y avait des rapports qui disaient oui, il faudrait un nouveau Pearl Harbor, donc une attaque sur les États-Unis, comme celle de Pearl Harbor de 1941, de 7 décembre 1941, pour que les États-Unis aient la motivation d'aller en guerre. Ok. Donc c'était concevable que les États-Unis s'attendaient ou qu'ils puissent préparer une attaque contre eux-mêmes. Alors, cette attaque, à mon avis, elle s'est passée comme ça. Les services secrets saoudiens et israéliens ont infiltré depuis longtemps les 19 terroristes et leurs équipes. Notamment, nous savons que, par exemple, le frère d'un de ces terroristes était un agent israélien libanais, enfin, c'était un Libanais qui, en fait, travaillait pour Israël. Il avait été retourné. Et ils suivaient cette équipe de 19 terroristes qui, probablement, allaient faire des attaques aux États-Unis. À mon avis, ils ont su ce qui allait se passer. Ils se sont dit, ah, ils préparent un truc. Ils sont en Floride. Il y a des équipes du Mossad qui suivaient et qui étaient proches, qui observaient ces terroristes, qui apprenaient à piloter un avion avec une focalisation sur. On ne veut pas apprendre à atterrir, on veut apprendre voilà, on veut pas apprendre à décoller, on veut apprendre simplement à. Et donc, ils ont suivi. Ils ont probablement, comme ça se fait à l'époque, les services secrets ont contacté les États-Unis en disant, ah, là, on a potentiellement des terroristes. Ça se fait. Tout ça, jusque-là, c'est assez documenté, on sait que c'est à peu près vrai. Et probablement la CIA s'est dit, a remonté l'info tout en haut, Dick Cheney et quelques autres se sont dit, mais voilà, on a l'opportunité, on va faciliter cette attaque terroriste. Et puis ils se sont dit, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent prendre des avions et ils vont les cracher quelque part. La Maison Blanche, peut-être qu'ils n'avaient pas les trucs. Alors, option 1, ils les ont laissés faire. Option 2, ils les ont couillonnés. Ils leur ont dit, ok, ils les ont laissés faire, mais en fait, ils ont pris le contrôle de l'avion. C'est-à-dire on peut modifier, on peut contrôler à distance ces avions modernes déjà à l'époque. On met des balises dans les tours ou dans le Pentagone, etc. Si le Pentagone, c'est effectivement un avion. Et lorsque les terroristes prennent le contrôle de l'avion ou pas, en fait, ils n'ont pas le contrôle de l'avion et l'avion va avec précision précise, puisqu'il y a une balise qui guide l'avion, paf, exactement là où il doit aller. À mon avis, c'est ça qui s'est passé. Ils ont placé des balises dans les tours et sachant que ça allait arriver, ils se sont dit, bon, les tours ne vont pas s'effondrer avec l'attaque d'un avion, ce sera spectaculaire, mais pas assez. Et ils se sont dit, ils ont appelé le propriétaire des tours, ils lui ont dit, écoute mon pote, toi t'es israélien, donc c'est dans l'intérêt de notre pays. Bon, prends des assurances sur tes tours, parce qu'elles vont se viander, mais on va faire en sorte qu'elles se viandent bien. Alors donne-nous l'autorisation,
fait en sorte qu'on a des équipes spéciales qui vont venir la nuit et qui vont placer des explosifs parce qu'on a besoin que ce soit spectaculaire. Et alors peut-être il y a un mec qui a dû avoir des scrupules, il a dit oui mais il y aura des milliers de morts. Je dis bon t'en fais pas, on a une application de téléphonie qui, voilà c'est une application israélienne en plus, je les connais. Euh, Bref, c'était un des clients que j'avais à l'époque. On, le matin de l'attaque, on ne sait pas quand aura lieu l'attaque exactement, mais enfin, on te garantit que le matin de l'attaque, il va y avoir des messages envoyés à des milliers de gens qui travaillent dans ces tours pour leur dire ne venez pas travailler. Voilà. Et ça semblerait que c'est vrai cette histoire. On va limiter le nombre de morts et puis tu vas être remboursé de plusieurs milliards de dollars pour chacune de tes tours, donc c'est quand même pas mal. Bon, alors est-ce que la tour 7 avait été préparée? Est-ce qu'ils ont mis en place la démolition contrôlée très rapidement? Je ne sais pas. Et est-ce qu'il y a eu d'autres tours qui étaient prêtes à s'effondrer aussi? Bon, je ne sais pas. Quant au Pentagone, c'est vrai qu'un avion avec un gros fuselage qui ne fait pas de trou, d'un tout petit trou dans un mur de béton et en briques, c'est vrai qu'il y a une question. Là, je ne saurais pas répondre. C'est vrai que la théorie du missile est, euh, est intéressante, mais qui dit missile dit qui l'a lancé, ou d'où il vient, quel modèle, et puis aussi où sont où est l'avion? Où est l'avion en théorie qui aurait dû se cracher et les gens qui y a dedans, ils sont où? Ils les ont mis dans une forêt, ils leur ont tiré une balle dans la tête et ils les ont enterrés? Non, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec les gens qui sont censés être là? Et ensuite leur famille, et donc quelle est la narration qui va derrière? Tout ça, ça devrait pouvoir se trouver. Donc là, j'ai plus de questions que de réponses. Donc à mon avis, il y a cette collusion entre voilà, les services secrets saoudiens qui maîtrisaient une partie de ces terroristes, qui les connaissaient, entre les Israéliens qui les avaient infiltrés, qui les avaient suivis, qui avaient envoyé des équipes. D'ailleurs, une des équipes très connues avait sauté de joie le jour où l'attentat a eu lieu. Elle était à New York et elle était vue, elle était même arrêtée par la police. Et, euh, et l'attentat a eu lieu avec ses conséquences. Et puis très très vite, ensuite, on a balayé toutes les preuves. Alors on a sorti les passeports des terroristes. Ça, c'est une preuve évidemment qu'ils savaient ce qui se passait. Ça ne prouve pas forcément un complot, mais ça prouve ils talonnaient un petit peu ces terroristes. Et, euh, et donc ça pourrait être un hybride entre des terroristes qui pensaient faire quelque chose, qui étaient un petit peu manipulés, certainement infiltrés, et des services secrets qui ont encouragé, voire aidé, et qui ont amplifié l'effet de cette attaque terroriste par justement de la pyrotechnie. Et vous savez, pour un État qui est 2 ou 3 000 morts, si c'est dans l'intérêt de la stratégie de l'État, c'est pas grave. Donc à mon avis, il y a quelque chose là-dedans. À quel point les donneurs d'ordre, qui sont les donneurs d'ordre importants? Est-ce qu'un Dick Cheney a été au courant? Je pense que oui. Et je pense que la clique Cheney, Wolfowitz, Pearl et Rumsfeld étaient au courant. Je pense. Ça, c'est mon intuition. J'en sais rien. J'ai pas de preuves, mais c'est mon intuition. Je pense qu'ils savaient. Et ils savaient très très bien ce qui allait arriver. Et ils savaient très très bien que ça allait être occupation de l'Irak, puis enfin de l'Afghanistan, puis de l'Irak, puis guerre contre l'Iran, puis guerre contre la Syrie, puis remodelage du Moyen-Orient. Je pense qu'ils avaient cet objectif avec la Libye, etc. etc. Ils avaient une grosse ambition pour le Moyen-Orient, prendre des ressources, contrôler cette région une fois pour toutes, et puis la pacifier pour l'avantage des industries américaines, mais aussi pour Israël. Il y a une collusion très très importante à ce niveau-là. Et puis c'est bon pour le business. Vous imaginez toutes ces guerres, ce que ça allait rapporter pour une industrie d'armement qui, depuis la fin de l'Union soviétique, ne savait plus quoi faire et avait des problèmes de chiffres d'affaires. Donc, à mon avis, il y a eu quelque chose dedans. Est-ce que le président Bush était au courant? Je ne pense pas, parce qu'il ne contrôlait rien. Est-ce que le Premier ministre israélien, par exemple, est-ce qu'il était au courant? Je ne sais pas. Parfois, le Mossad fait des opérations sans mettre au courant le cabinet ministériel. Parfois, oui. Parce qu'on ne peut pas être au courant de tout. Ils ont des opérations dans tous les pays du monde. Donc ça m'étonnerait qu'ils soient au courant de ça. Il a été probablement mis au courant après. Est-ce que c'est possible aussi? Il y a une autre hypothèse qui dit que ce sont des services secrets qui ont fait ça en douce, pour l'état profond. Mais moi, je crois que l'état profond, en fait, on le voit très bien, même déjà à l'époque,
Avec du recul, on se rend compte que l'état profond, il se montre depuis très longtemps. Il n'est pas caché, il est là, il est présent, il est visible. Et donc, pourquoi c'est important le 11 septembre? C'est parce qu'en fait, c'est pas la dernière fois qu'il y aura ce genre d'attaque. Même Notre-Dame en France récemment, on peut se poser la question, comment est-ce possible qu'un incendie pareil arrive à un moment pareil et avec tellement d'effets inexpliqués quant à sa cause? Est-ce que c'est une tentative, alors un peu à la petite semaine, malheureusement sur un bâtiment important, enfin, émotionnellement important, historiquement important? euh, Est-ce que ça a été provoqué par quelqu'un? Qui? Et puis voilà, le 11 septembre nous a appris à ne plus aller chercher les causes. C'est-à-dire que, enfin, on a compris les causes, on a compris les tenants, les aboutissants, on a compris quels sont les major players, qui sont les grands acteurs de, de, ces, de cette politique internationale d'un monde qui essaye d'être globalisé, totalement dominé par quelques élites, qui sont essentiellement américaines et israéliennes et avec quelques orbites de français, d'anglais, d'allemand, etc. Ces élites, elles veulent dominer le monde, elles veulent mettre en place des structures supranationales de domination totale, de domination totalitaire de vos cerveaux, de comment vous pensez, de ce que vous avez le droit de dire, de ce que vous n'avez pas le droit de dire. Elles sont là pour vous pomper votre argent, elles vont le pomper jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, parce qu'elles sont en fait dans une logique sans issue. Il y aura de moins en moins de ressources, il y aura de moins en moins de richesses. Et donc, ces gens vont capter toutes les richesses. Et certains développent déjà des technologies pour dominer encore plus, voire exterminer les populations qu'ils considèrent comme inférieures et sans intérêt. Donc il y a à la fois, on pourrait ajouter à cela du messianisme religieux, mais il y a à la fois qui serait vraiment judéo-protestant. Ça, je pense que j'y croyais pas au début, mais en fait c'est très présent chez certaines élites, en tout cas dans leur psychologie de base. C'est pas forcément des croyances qu'ils ont de manière explicite, mais dans leur psychologie fondamentale, il y a de ça. Ils ont baigné dans cette idiotie, mais enfin ils l'appliquent sur nous, donc nous devons faire attention. Et donc il y a une mise en place d'une oligarchie qui n'hésite pas à faire tuer des milliers de gens pour provoquer des guerres qui vont en tuer des millions d'autres, et qui est en fait extrêmement maléfique. Et voilà, il y aura plein de choses que j'aimerais vous dire, mais je ne peux pas sur une plateforme comme celle-ci. Mais les années à venir, comme d'ailleurs les années depuis 2001 jusqu'à maintenant l'ont montré, elles vont être sombres. Elles vont être des années probablement non seulement d'effondrement, mais qui nécessiteront du combat contre ces oligarchies, du combat actif et à la vie et à la mort. Mais pour ça, on en parlera une autre fois. Préparez-vous et à bientôt. Bonjour à tous, ici le Chic Piero, al San Giorgio, ah putain